Les jeunes, ils ouvrent leurs réseaux sociaux pas tant pour s'informer que, en fait, pour ouvrir leurs réseaux sociaux et avoir un peu ce qui passe. C'est-à-dire que pour 70% des jeunes, si l'information vient à eux, c'est parce que les réseaux sociaux leur ont recommandé l'information. Bienvenue à tous dans cet épisode dédié à l'information des jeunes. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un problème crucial. Les jeunes sont de plus en plus informés, mais sont-ils vraiment mieux informés? Nous allons explorer la question de la désinformation, l'importance de développer un esprit critique chez les jeunes et les outils disponibles pour les acteurs du secteur de la jeunesse. Je suis accompagné de Martin Culot et de Mélodie Di Pietro. Bonjour à vous, je me présente, je m'appelle Martin Culot, je suis formateur en éducation aux médias dans une association qui s'appelle Média Animation. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille cette incroyable question de la pensée critique vis-à-vis des médias, donc tous les médias qui nous entourent, aussi bien les réseaux sociaux que le cinéma, que le jeu vidéo. Mais ces dernières années, on travaille particulièrement sur la question de la désinformation, les fake news. Et donc moi, très concrètement, mon métier, c'est de former les enseignants sur ces questions-là. Donc je vais dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles et je donne des formations pendant les fameuses journées pédagogiques. Mais à côté de ça, on a aussi toute une série d'activités de production d'outils qui s'adressent aux travailleurs du secteur jeunesse, aux animateurs, aux AMO, etc. par rapport à cette question de l'éducation aux médias. Et donc aujourd'hui, on va particulièrement parler des fake news et de la désinformation auprès des jeunes. Du coup, moi, c'est Di Pietro Mélodie. Je suis étudiante en deuxième master à Lumons en technologie de l'éducation. Je suis aussi travailleuse jeunesse sur le côté. Donc, je travaille au Centre Énergie en région de Charleroi. L'émission, c'est principalement d'informer aussi les jeunes sur différents sujets et de donner des animations scolaires dans les écoles. Pendant mes stages à l'université, j'ai aussi participé à un MOOC sur comment enseigner la recherche d'informations pour les enseignants, donc à destination des enseignants. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de leur donner des pistes pédagogiques sur comment transmettre les méthodes de recherche d'informations à leurs élèves. Et donc moi c'est Julien Polis, je suis assistant social de formation, j'ai 27 ans, je travaille au centre Infor Jeunes de Oui, où notre but c'est de former des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, des cracks, et de les aider à se positionner de façon critique sur des sujets qui font société et qui font sens pour eux. Qu'est-ce qui vous passionne sur le sujet de la désinformation et de l'information? Alors, personnellement, j'ai toujours été passionné par l'éducation aux médias et cette question de la pensée critique vis-à-vis des médias. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 10 ans, je donnais des formations sur le journal télévisé et l'esprit critique sur le journal télévisé. C'est aujourd'hui une formation que je ne donne plus parce que les usages médiatiques évoluent et c'est vraiment ça que je trouve super intéressant. C'est que le monde médiatique évolue, les réseaux sociaux évidemment, le contexte dans lequel on consulte l'information, tout ça évolue extrêmement rapidement et donc je trouve ça très stimulant en fait de s'intéresser à ces questions, que ce soit les fake news, les théories du complot. Aujourd'hui, on parle évidemment beaucoup de l'IA, du deepfake comme un nouvel enjeu de l'éducation aux médias. Et donc, j'ai l'impression que tous les 3-4 ans, on est parti sur une nouvelle thématique et je trouve ça particulièrement stimulant, quoi. Et par ailleurs, deuxième argument pour lequel je suis passionné de ça, c'est que ça permet de s'intéresser à ce que font les jeunes, des nouvelles pratiques et donc de vraiment aller un peu au cœur des usages. Je vais utiliser un gros mot sociologique de ce que font les jeunes et moi, c'est vraiment une dimension que je trouve passionnante, à savoir comment est-ce qu'on donne le change d'un point de vue éducatif par rapport à ces usages, quoi. Et personnellement, moi, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'à partir du moment où on est capable de rechercher de l'information correctement sur internet ou même en bibliothèque, et cetera, ça nous ouvre beaucoup de portes et beaucoup de connaissances que si on n'a pas la bonne démarche de recherche, c'est compliqué d'avoir des connaissances, des savoir-faire même qui sont cohérents et qui sont pertinents. Donc, je trouve que c'est important de développer ces compétences-là. Et je rebondis sur ce que tu disais, du coup, Martin, par rapport aux IA. Moi, je fais mon mémoire sur l'intelligence artificielle, justement, sur ChatGPT. Et du coup, c'est intéressant aussi de se rendre compte que les nouveaux outils existent, mais qu'ils ont des limites. Et je trouve que c'est vraiment des sujets qui sont intéressants parce que les jeunes ont tendance à utiliser aussi ces outils-là sans se rendre compte que derrière, il y a quand même des inconvénients. Et les IA, c'est pas non plus la méthode la plus efficace pour rechercher de l'information, en tout cas sur Internet. Et donc, je trouve que c'est intéressant de vraiment leur montrer que les outils qu'ils utilisent, même s'ils ont l'air vraiment très très bien construits, c'est pas non plus révolutionnaire et il faut quand même avoir un esprit critique par rapport à ces outils-là. C'est ça, moi, vraiment, ce qui me passionne dans le sujet de la désinformation, de l'éducation à l'esprit critique, c'est l'opportunité d'aider les jeunes à distinguer, en fait, le vrai du faux et d'analyser les informations de manière critique, comme tu le dis.
Martin, peux-tu nous donner une vue d'ensemble de la situation actuelle concernant l'information des jeunes et quelles tendances tu observes? Oui, bien sûr. Donc, je vais ici donner quelques éléments de réponse qui vient d'une enquête qui s'appelle Génération 2024, qui est une enquête que nous avons menée dans les écoles auprès des élèves du primaire et du secondaire. Donc, on parle d'un échantillon de 3400 élèves, donc on est assez content de l'échantillon. Je vais faire un focus donc sur la question de l'information, juste pour info, mais je pense que ce sera disponible dans la description du podcast, le lien vers l'étude Génération 2024, si vous voulez avoir toute l'étude, parce qu'on n'aborde pas que la question de l'information. Alors, concernant l'information et les jeunes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la porte d'entrée des jeunes sur l'information, c'est pas tant l'information qu'en fait les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant de s'informer, les jeunes ont surtout accès aux réseaux sociaux. On va retrouver entre la 6e primaire et la 3e secondaire, globalement, TikTok, YouTube comme étant les premières sources d'information. Il va y avoir une petite évolution où à partir de la 4e secondaire jusqu'à la 7e secondaire, un peu moins de TikTok, un petit peu plus d'Instagram, mais là-dessus, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Et donc, là où je veux en venir, c'est que les jeunes, ils ouvrent leurs réseaux sociaux pas tant pour s'informer que, en fait, pour ouvrir leurs réseaux sociaux et avoir un peu ce qui passe. Finalement, la démarche d'information, elle est assez différente que ce que nous, on a pu connaître. C'est parfois sur ces repères-là qu'on ne s'entend pas toujours entre les générations. C'est-à-dire que pour 70% des jeunes, si l'information vient à eux, c'est parce que les réseaux sociaux leur ont recommandé l'information. Pour le dire autrement, les algorithmes donc leur proposent de l'information et c'est seulement dans 30% des cas que le jeune dit aller chercher lui-même l'information. Et donc, il y a, si vous voulez, ce paysage médiatique est très différent pour les jeunes parce que nous, en tant qu'adultes, c'est un peu le biais qu'on a. Si on se parle entre nous de médias d'information, eh ben, on imagine tout de suite un site d'information hiérarchisé, des rubriques, vous voyez, genre RTBF Info, où tout est bien classé, c'est de l'info, c'est du divertissement, c'est pas la même chose. Il faut bien comprendre que pour les jeunes, tout ça arrive de façon complètement éclatée et complètement mélangée. Et enfin, dernier point qui est, à mon sens, très important, et parce que c'est un paradoxe, c'est que souvent les jeunes considèrent que l'information professionnelle, donc les médias d'information, sont plus dignes de confiance, parce que professionnels. C'est-à-dire que sur du déclaratif, les jeunes vont souvent dire oui, RTL, RTB, tout ça, c'est des médias professionnels, donc plus dignes de confiance. Mais à côté de ça, ils sont extrêmement peu enclins à les consulter parce qu'ils trouvent les formats très peu attractifs. C'est-à-dire qu'ils trouvent ça pas très chouette à suivre, ils sont pas très intéressés par ça parce qu'on n'est pas dans leur code, quoi, on n'est pas dans leur format. Et d'un point de vue déclaratif, ils sont extrêmement critiques et ils disent même qu'il faut être extrêmement méfiant par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un peu de cette double dynamique qui se crée, mais par contre, je pense vraiment que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ils sont très intéressés par le format, quoi. C'est vraiment le format réseaux sociaux. D'accord, et justement, en tant que jeune Mélodie, comment tu consommes l'information? C'est quoi tes principales sources? Les sources que je vais utiliser actuellement, c'est plutôt des sources officielles. Donc, je vais regarder sur les sites qui sont vraiment d'organismes certifiés ou avec des auteurs scientifiques. Je vais chercher plutôt des articles sur Google Scholar ou sur ResearchGate, par exemple. Je vais vraiment rechercher de l'info qui est plutôt scientifique parce que c'est plutôt de cette manière-là qu'on me l'a apprise à l'université. Maintenant, si je compare avec la manière dont je recherchais de l'information avant, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de différences. Donc, auparavant, je recherchais comme tous les jeunes, je pense, sur Wikipédia. Pour moi, c'était la base de données où vraiment je pouvais trouver toutes les infos du monde en un clic. Et en fait, on se rend compte que, oui, même s'il y a quand même une certaine fiabilité par rapport à ce site-là dû à l'intelligence collective, malgré tout, c'est pas non plus le site le plus fiable parce que n'importe qui peut quand même apporter des modifications au contenu. Et donc, je pense que c'est important aussi d'avoir un regard critique par rapport à ces sites-là qui sont numéro 1 sur Internet, mais qui sont pas non plus toujours les plus intéressants et les plus fiables. Et puis, je rebondis sur ce que disait Martin tout à l'heure avec les vidéos sur TikTok et YouTube. C'est vrai que c'est des sources que j'utilisais énormément aussi avant. C'était les réseaux sociaux que j'utilisais le plus pour absorber du contenu. Et maintenant, j'essaie de consommer aussi du contenu sur ces plateformes-là, mais qui sont un peu plus intéressants. Je prends par exemple le cas de la chaîne Hugo Décrypte, qui parle de l'actualité dans un format qui parle plus aux jeunes, je pense, que les médias journalistiques, du coup. Après, voilà, ça, c'est ma manière de consommer de l'information actuellement. Maintenant, comment je la consommais avant, c'était pas non plus la manière la plus adaptée de consommer de l'information. Et je pense que les jeunes actuellement, la plupart des jeunes en tout cas, n'ont pas ces notions de recherche d'information. Et ça peut être parfois même préoccupant parce que c'est important aussi qu'ils développent ces compétences-là actuellement.
Justement, tu parles de préoccupations chez les jeunes. Moi, j'ai pu observer plusieurs préoccupations majeures concernant les informations qu'ils reçoivent. La première, c'est d'abord la surcharge informationnelle. Les jeunes sont particulièrement vulnérables aux informations trompeuses et sensationnalistes qui circulent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils se demandent souvent comment vérifier la fiabilité des ressources. Beaucoup ont du mal à différencier une source crédible d'une source douteuse. Pour les plus initiés, certains se questionnent sur le rôle des algorithmes, comme Martin l'a dit sur les réseaux sociaux, comme Instagram et TikTok d'ailleurs. Ils réalisent que ces algorithmes tentent à renforcer leur biais de confirmation, en leur montrant principalement des contenus qui correspondent à leur opinion préexistante. Enfin, beaucoup de jeunes sentent qu'ils manquent d'outils et de formation pour développer un esprit critique face aux informations qu'ils reçoivent. Cette lacune, elle les pousse en fait à remettre en question leur formation et la construction des programmes scolaires souvent. Donc voilà, il y a autant de préoccupations et j'ai même pas encore abordé l'intelligence artificielle. Donc voilà, ces préoccupations, elles montrent l'importance de renforcer l'éducation aux médias et de développer des outils ainsi que des ressources pour aider les jeunes. Et justement, Martin, en fait, c'est quoi pour toi les principaux défis liés à la désinformation qui affectent spécifiquement les jeunes d'aujourd'hui? Au niveau des défis qui se posent, on l'a déjà dit un petit peu entre les lignes, mais pour le dire un peu autrement, selon moi, c'est vraiment la profusion de contenu, hein. Tu as parlé d'une surcharge informationnelle, mais c'est vraiment aussi l'idée de voir les réseaux sociaux comme étant un marché aussi qui propose énormément de contenu. Et donc, la surcharge de ces contenus, hein, que ce soit les vidéos TikTok, que ce soit les stories Instagram, etc., effectivement, on est inondé. Le fait qu'actuellement, les IA sont en plein développement, ce compris les IA génératives d'images et de vidéos, pas que ChatGPT par rapport à ça, pousse vraiment à avoir un point d'attention sur comment est-ce que les réseaux sociaux vont se retrouver inondés d'encore plus de contenu, mais cette fois de contenu automatisé. On en l'a dit, hein, il y a tout un enjeu évidemment de la vérification de l'information, ça c'est notre obsession, ou en tout cas l'authenticité de l'info, c'est évidemment un élément très important. Mais il y a aussi, je pense vraiment, le fait de bien comprendre ces réseaux sociaux comme étant des lieux qui ont un modèle économique extrêmement prégnant, dans lequel on génère aussi du like, du clic, du repartage. Et donc, c'est une des pistes éducatives dont on parlera, je suppose, aussi tout à l'heure, qui est de dire aussi comprendre comment ces univers numériques fonctionnent à coup de likes et de génération de contenu. De ce point de vue-là, il y a effectivement tout cet enjeu-là qui va se poser, en plus des enjeux actuels qu'on connaît déjà depuis 3-4 ans, donc de fact-checking de l'information, trouver les bons sites de debunking par rapport à ce qui existe. Et alors, pour moi, un deuxième défi, c'est en continuité de ce que je disais tout à l'heure sur le mélange des contenus sur les réseaux sociaux. En fait, c'est vraiment arriver à comprendre la différence entre ce qui va être de l'ordre de la désinformation, de la théorie du complot ou même de la rumeur. Parce qu'en fait, si vous regardez les contenus, notamment TikTok ou Instagram, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup des gens face caméra qui parlent et qui racontent des trucs. Et en fait, finalement, comment est-ce qu'on peut accompagner les jeunes à faire la différence entre, tiens, ça c'est une rumeur, ça c'est une théorie du complot, ça c'est de la désinformation, ça c'est une arnaque commerciale. C'est vrai qu'on en parle moins dans le cadre de la désinformation, mais il y a aussi tout le côté arnaque sur lequel il y a un point d'attention à avoir. Et donc, c'est vraiment faire face à ce mélange de contenus. Toute la question étant, est-ce que les IA, dans quelques mois, vont encore plus accentuer ce mélange de contenu? Probablement que oui, sur la différence entre le vrai et du faux. C'est déjà une formule que je trouve un petit peu éculée, mais ça risque encore d'être pire dans quelques mois, lorsque n'importe qui pourra générer une vidéo à partir de ça, quoi. Martin, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est crucial pour les jeunes de développer un esprit critique face à l'information qu'ils reçoivent? C'est quoi les compétences que ça implique et comment les développer? Alors le point de départ de la pensée critique, hein, pour être très concret, c'est l'arrivée du premier smartphone dans la poche chez les jeunes, quoi, hein. Donc ça commence de plus en plus tôt. Donc un jeune sur deux a son propre téléphone à partir de la 6e primaire. C'est souvent autour de la première secondaire que le premier smartphone est donné. Donc à partir de la première secondaire, le jeune va s'ouvrir sur le monde numérique. Plus ou moins de contraintes, avec plus ou moins de règles, mais il n'empêche que dès qu'il a accès à un smartphone, la machine est lancée, j'ai envie de dire. Et donc, en termes de rapport à l'information et aux compétences à développer, nous, ce qu'on préconise souvent, c'est de travailler à 3 moments différents, à 3 moments un petit peu clés, à savoir le début, la préadolescence, donc l'apparition du premier smartphone, 6e primaire jusqu'à la 2e, 3e secondaire, où là, on va surtout faire de l'éveil à c'est quoi l'information, c'est quoi une vraie information, c'est quoi être journaliste. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une opération qui s'appelle Journaliste en classe, qui fait venir des journalistes dans les classes, qui expliquent le métier. Et donc, on va vraiment poser les bases, j'ai envie de dire, de c'est quoi un média, c'est quoi de l'information, c'est quoi travailler pour un média et qu'est-ce qui change par rapport à quelqu'un qui prend la parole spontanément sur les réseaux sociaux.
À partir de la troisième et quatrième secondaire, souvent ce qu'on préconise, c'est de commencer à travailler les questions de fake news et de manipulation, à savoir le vrai, le faux, comment est-ce que l'information est manipulée, avec quelles intentions, la manière dont les fake news peuvent être utilisées à des fins xénophobes pour tenir des propos soit sexistes ou autres. Et donc d'amener ces notions-là et de dire, ben voilà, c'est de la manipulation, c'est de la propagande, comment est-ce qu'on peut atterrir là-dessus. Et enfin, nous, ce qu'on se rend compte, c'est que en cinquième, sixième et septième secondaire, on va être sur la question de gérer l'opinion, gérer le débat. En fait, finalement, peut-être une réalité aussi que tu observes dans tes animations, passé un certain moment, c'est pas tant la question des médias qui pose problème que vraiment la question de l'opinion. C'est sur comment le jeune s'est forgé une opinion et comment est-ce qu'il arrive en disant, ben voilà, moi je pense ça, j'ai le droit de le penser. Il va commencer à s'affirmer, alors parfois dans des opinions qui soit nous dérangent ou soit des opinions qui sont basées sur de la fake news. Et c'est là où nous, ça nous pose un peu problème et on a envie de l'accompagner vers une autre type de réflexion. Donc, tu vois, c'est un peu en cascade, quoi. On commence par c'est quoi l'information de base, ensuite les mécanismes de désinformation et de manipulation, et après la question de la gestion du débat, quoi. Donc, c'est des compétences qui sont assez différentes. Moi, en tout cas, en formation d'enseignant, je travaille un peu ces différentes notions-là, ces différents outils. Je présente des outils sur comment est-ce qu'on fait par rapport à ça, parce que nous, ce qu'on observe, c'est que on parle des jeunes, mais en réalité, le rapport à l'information et à l'actualité des jeunes est extrêmement différent si vous avez 11 ans que si vous en avez 18, quoi. On n'est vraiment pas dans les mêmes enjeux et c'est ça que les enseignants veulent aussi entendre, quoi. Et toi, Mélodie, c'est quoi la méthode que tu utilises pour évaluer la crédibilité d'une information? Je pense que le plus important, quand on veut vraiment trouver si l'information est fiable ou pas, c'est de confronter les sources entre elles et donc de rechercher vraiment un maximum d'articles ou un maximum de vidéos ou vraiment n'importe quel support qui parle de ce sujet et de comparer un petit peu qu'est-ce que les professionnels en disent pour vraiment démêler un petit peu le vrai du faux par rapport à ces infos. Je dirais aussi vérifier qui se cache derrière l'article qu'on est en train de lire, qui se cache derrière la vidéo. Est-ce que c'est une personne qui a des compétences et des connaissances dans ce domaine-là, ou est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui a décidé d'écrire cet article ou de faire cette vidéo. Donc je pense qu'il faut aller plus loin que simplement la consommation du contenu. C'est aussi se renseigner sur quand l'information a été donnée, parce qu'il y a des informations qui peuvent être anciennes et donc périmées. Alors, quels outils et stratégies recommandez-vous aux travailleurs de jeunesse pour aider les jeunes à naviguer dans le paysage complexe de l'information? Alors, la première stratégie que je conseillerais, c'est d'identifier des médias qui s'adressent aux jeunes. C'est-à-dire qu'on peut souvent faire le reproche que les jeunes ne consultent pas les médias traditionnels, etc. Mais par contre, je trouve quand même que ça a tout son sens de regarder un petit peu qu'est-ce qui existe en termes d'informations pensées et adressées aux jeunes. Donc, je pense ici à des médias comme Tarmac de la RTBF ou même la chaîne TikTok de la RTBF mise à jour, où chacun se fait son avis et c'est pas tant le fait de se dire est-ce que c'est bien ou pas bien, est-ce que c'est ça qu'il faut absolument montrer aux jeunes, mais vraiment de se dire bon, qu'est-ce qu'il y a dans ces formats-là et un petit peu comment ça fonctionne pour nous en tant qu'animateurs jeunesse, en tant qu'enseignants, se dire ben tiens, finalement c'est comme ça que la narration de l'information fonctionne pour les jeunes et c'est ça qu'ils aiment bien. Donc identifier deux, trois chaînes comme ça, en ce compris des chaînes de fact-checking. Il existe des chaînes de fact-checking qui sont aussi sur des formats TikTok. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez essentiel pour pouvoir créer du dialogue, quoi. Parce que c'est ça l'enjeu sur l'info, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour éviter que les jeunes soient dans leur bulle informationnelle et les autres générations dans la leur et qu'il n'y ait pas de pont qui se fasse. Ça, c'est vraiment le pire. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est avoir un point d'attention sur la question de l'émotion, sur comment l'information ou la désinformation suscite de l'émotion auprès des jeunes. J'en parlais avec un enseignant il y a quelques mois qui me disait, ben voilà, moi c'est ma porte d'entrée par rapport à ça. C'est-à-dire qu'avant je venais avec des fake news où les jeunes me regardaient et disaient un peu, vous savez, oui c'est une fake news mais c'est quand même pas très intéressant. Mais plutôt de venir avec des éléments que les jeunes ont vu passer, donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais, essayer d'aller un petit peu gratter dans le terreau TikTok, Instagram sur ce que les jeunes pourraient voir passer et se dire, mais finalement, comment ça se fait que ça suscite des réactions chez vous? Et après, tirer sur le fil en développant les contenus. Tu as évoqué les biais cognitifs, le fact-checking. Moi, ici, j'appuie un peu sur la question de l'émotion et de l'effet que peut avoir la désinformation. Donc, pour moi, tout ça, c'est des ressorts qui sont particulièrement intéressants et pertinents, quoi. Tiens, Mélodie?
Du coup, par rapport à l'intelligence artificielle aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que, on travaille avec eux, du coup, pour leur montrer qu'au niveau de l'information, il y a un biais qui est quand même, assez conséquent. Mais malgré tout, on leur explique, aussi que, il y a d'autres possibilités d'utilisation de l'IA et qui sont très intéressantes et je pense que ce sont des outils aussi qu'il faut utiliser, dans le quotidien parce que ce sont des outils qui sont là pour aider, les personnes dans leur travail et je pense que c'est important, de leur montrer toutes les possibilités qui existent. Donc, par exemple, ils peuvent, l'utiliser pour résumer des informations, pour, reformuler des choses qu'ils ne comprennent pas, pour, de la correction orthographique. Enfin voilà, il y a plein d'utilisations pour s'inspirer, pour, vraiment il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais, ce qui est important de leur montrer, c'est qu'au niveau de l'information, c'est pas tout à fait au point. Ils doivent quand même, être critiques par rapport à cet aspect-là. Merci à tous d'avoir écouté notre discussion aujourd'hui. Si vous avez des expériences ou des suggestions sur comment améliorer l'information des jeunes, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web ou nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes et à bientôt.